Le ciel de l'Indiana était d'un bleu azur éclatant, sans qu'aucun nuage ne vienne assombrir le dôme céleste. Dans les branches des arbres, les oiseaux chantaient parmi les feuilles naissantes, et les crocus, les jonquilles et les narcisses fleurissaient. Il semblait que toute la nature s'était unie dans quelque sinistre complot pour se moquer de ma tristesse. Je me suis installé sur la banquette arrière de la voiture de mon fils et nous sommes sortis lentement du cimetière. Sally s'est retournée sur son siège et m'a regardé avec compassion. Elle a tendu la main à travers le siège et a serré ma paume. C'était une belle cérémonie, Monsieur Moore. Je sais que Madeleine l'aurait adoré. Je n'ai rien répondu. Maddie était une personne joyeuse, amoureuse de la nature. Ou du moins, elle l'avait été jusqu'à ce que Grace parte. Terry s'est retourné vers moi et j'ai pu voir que ses yeux rougissaient aussi, mais il a fait de son mieux pour me soutenir. Sally a raison, papa. Maman aurait voulu que ce soit exactement comme aujourd'hui. Je savais qu'ils avaient raison. Le printemps était la saison préférée de Maddie. Je pense que si elle devait partir, ce serait le moment qu'elle choisirait. Mais c'est bien maigre consolation quand on vient d'enterrer la femme que l'on a aimée pendant 35 ans. Et Terry s'est garé devant notre maison et lui et Sally sont entrés dans la maison. Je me suis affalé lourdement sur le canapé. Ils m'ont regardé avec inquiétude. « As-tu eu des nouvelles de Grace ?» ai-je demandé. « M'as-tu demandé ?» Terry a regardé le sol. « Non, pas un mot. » J'ai hoché la tête. J'étais sûr de la réponse, mais je n'ai pas pu résister à poser la question. Dans le silence qui a suivi, Terry s'est agité nerveusement et a demandé « Tu vas aller bien, papa ?» Comment répondre à cela ? Me suis-je demandé. Rien ne sera jamais bien, mais je ne peux pas dire ça à mon fils. Cela ne ferait qu'augmenter son anxiété pour moi et il a sa propre peine à affronter. Ça ira, je lui ai dit. Ça va être assez bizarre de vivre ici sans elle, mais j'ai l'intention d'être occupé et ça m'aidera. C'est bien, papa, a répondu Terry. Regarde, nous devons aller chercher Lance chez la babysitter. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, absolument tout, appelle-moi s'il te plaît. En me levant pour les raccompagner, j'ai hoché la tête. Vous prendrez bien soin de mon petit-fils, je leur ai dit. En partant, je suis resté à regarder la maison que Maddie et moi avions partagée pendant tant d'années. Elle était remplie de souvenirs, certains bons, d'autres moins bons. Mais elle avait toujours été remplie de vie, et maintenant, beaucoup moins. Il faisait encore clair dehors, mais la lumière qui passait à travers les fenêtres semblait perdre en intensité en pénétrant. Je me suis rassis et j'ai commencé à me remémorer. Mes pensées sont remontées à l'époque où nous avons acheté cette maison il y a tant d'années. À vrai dire, c'était trop grand et trop cher pour un jeune couple qui démarrait tout juste. Mais nous sommes tombés amoureux de l'endroit dès que nous l'avons vu, et il n'y avait rien d'autre à faire. Nous avons donc retiré toutes nos économies de la banque, et mon père m'a prêté assez d'argent pour un acompte. Mais même alors, la mensualité était plus élevée que ce que je pouvais gérer en toute sécurité, alors Maddie s'est mise à chercher du travail. Elle a eu la chance de trouver un poste dans le service de développement du musée d'art de la ville. Elle avait toujours été douée pour la communication, à l'écrit comme à l'oral, et avec son amour de l'art, c'était parfait. On pourrait dire que nous étions pauvres, il ne nous restait que très peu d'argent chaque mois après avoir payé le prêt hypothécaire et les factures. Mais cela ne nous dérangeait pas. Nous étions follement amoureux et nous étions en route vers le rêve américain. Nous n'avions peut-être pas les moyens de sortir dîner et aller au cinéma, mais nous compensions. Sans surprise, Maddie est tombée enceinte de Terry la 2e année après notre installation dans notre nouvelle maison. Ce fut un accouchement difficile. Maddie a accouché pendant 18 heures, mais ensuite nous avions cette merveilleuse nouvelle vie dans nos bras et tout était parfait. Terry était un bébé adorable. Il a fait ses nuits pendant 6 semaines, n'avait pas de coliques et n'avait pas les problèmes que rencontrent de nombreux nouveau-nés. En grandissant, il a continué à montrer la même bonne santé et la même disposition joyeuse, au point que Maddie n'a pas hésité à retourner travailler lorsque Terry avait 9 mois. Le musée parlait tellement bien d'elle qu'ils l'ont gardée en poste, donc cette transition s'est déroulée en douceur. Avoir un nourrisson à la maison limitait certainement notre vie amoureuse, mais seulement un peu. Nous faisions toujours l'amour fréquemment une fois que Terry a commencé à faire ses nuits.
Et chaque fois que Maddie devait partir en voyage dans d'autres villes pour des levées de fonds, elle rentrait chez nous dans un état d'excitation. Je savais que je n'allais pas beaucoup dormir la première nuit de son retour. Terry est arrivé assez tôt dans notre mariage, mais le suivant est arrivé 5 ans plus tard. Maddie voulait attendre. Une partie de sa décision était basée sur le succès qu'elle rencontrait dans son travail. À ce moment-là, elle avait été promue responsable du développement, et elle adorait tout ce qui s'y rapportait, que ce soit gérer les donateurs de financement participatif, planifier des événements de collecte de fonds ou diriger la campagne annuelle de collecte de fonds. Mais je pense aussi que l'accouchement de Terry avait été si effrayant qu'elle n'était tout simplement pas prête à revivre cela de sitôt. À vrai dire, nous n'avons même pas essayé quand Maddie est tombée enceinte. Mais comme le sait tout gynécologue, les bébés naissent quand ils veulent naître, peu importe les intentions de leurs parents. Et ainsi, Grace est née presque exactement 5 ans après Terry. Mais contrairement à son frère, et malgré son prénom, Grace a été une épreuve dès sa naissance. Elle pleurait à sa naissance et ne semblait jamais s'arrêter, sauf pour dormir, ce qui arrivait de temps en temps et seulement pour de courtes périodes. Nous étions secrètement fiers de la facilité avec laquelle Terry se comportait et de ce bébé si tranquille qu'il était. Grace nous a humiliés. Elle pleurait, expectorait, avait la diarrhée, puis pleurait encore. De nombreuses fois, nous étions au bord de la rupture, mais nous avons réussi à traverser tout cela en gardant notre santé mentale et notre mariage intact. Je pense que Maddie a eu plus de mal que moi. Pour une raison quelconque, Grace semblait mieux se comporter, jamais mieux, quand je la tenais dans mes bras, que je la nourrissais ou que je changeais ses vêtements. Mais quand Maddie la prenait dans ses bras, bébé Grace se débattait, pleurait et se comportait généralement mal. Elle avait presque 9 mois lorsqu'elle a commencé à dormir toute la nuit. Le pédiatre nous a dit que certains bébés sont simplement plus difficiles que d'autres. Si c'était vrai, Grace devait être le modèle de l'enfant difficile. En grandissant, nous avons réalisé que sa personnalité était très différente de celle de son frère. Alors que Terry était calme et se plongeait rapidement dans ses activités, Grace était constamment active, passant souvent d'une chose à une autre, exigeant de l'attention et se laissant distraire par autre chose. Quand elle a eu 2 ans, nous avons appris la véritable signification des terribles 2 ans. Pire, il semblait qu'elle ne sortirait pas de cette phase, même lorsqu'elle a eu 3 ans ou plus. « Es-tu sûr que nous avons ramené le bon bébé de l'hôpital ?» me demandait Maddie le soir quand Grace se montrait particulièrement difficile. Une autre différence frappante entre nos 2 enfants était leur performance à l'école. Dès le début, Terry a démontré le besoin de réussir qui est souvent inhérent aux enfants aînés. Comme le dirait mon père, il s'est adapté à l'école comme un cochon à la boue. Il n'était pas un génie, mais il étudiait bien, travaillait toujours dur, et tous les enseignants le louaient lors des réunions parents-enseignants. Grace, en revanche, était une élève indifférente. Cela ne veut pas dire qu'elle était lente, en fait, elle était très intelligente, peut-être même, à certains égards, plus intelligente que Terry. Si un sujet l'intéressait, elle s'y investissait sans réserve, obtenant souvent la meilleure note de la classe. Mais elle n'avait ni intérêt ni patience pour les matières qu'elle n'aimait pas, et il était presque impossible de la convaincre d'y consacrer du temps et de l'énergie. En conséquence, elle excellait dans certains domaines mais échouait dans tous les autres, ce qui réduisait considérablement ses performances académiques globales. Maddie et moi redoutions le moment où Grace atteindrait l'adolescence, et nos craintes étaient bien fondées. La rébellion et l'indépendance qui avaient brillé en elle enfant se sont transformées en un feu dévorant lorsqu'elle a eu 13 ans, et cela n'a fait qu'empirer depuis. Elle était provocante, effrontée et désobéissante. Une fois, lorsque nous l'avons punie à l'âge de 16 ans, elle s'est échappée de sa chambre, a pris une de nos voitures sans permission, et est sortie boire et danser avec ses amis. Quand elle est rentrée à 3 heures du matin, elle était tellement ivre qu'elle pouvait à peine tenir debout, mais elle a réussi à ramener la voiture et elle-même à la maison en sécurité. Je suppose que le Seigneur veille vraiment sur les ivrognes, les fous et les enfants. Quoi qu'il en soit, Grace a réussi à obtenir son diplôme, et bien qu'elle n'ait certainement pas brillé dans ses études, elle a quand même reçu son diplôme de fin d'études secondaires. Son diplôme ne lui ouvrirait pas les portes de Harvard,
mais au moins elle avait la possibilité d'aller au collège communautaire et peut-être de transférer dans une meilleure école après sa 2e année. Du moins, c'était notre plan. Mais ces succès nous ont plongés dans une fausse illusion d'optimisme. Peu de temps après son diplôme, Grace et sa mère ont eu une grosse dispute. Je n'étais pas là quand ça a commencé, donc je ne sais pas qui a lancé le premier coup verbal, mais je suis entré dans la pièce juste à temps pour entendre Maddie crier. « Je suis ta mère, et je ne tolérerai pas ce manque de respect de ta part, jeune fille. » À quoi ma fille a répondu avec autant de véhémence. « Tu n'es pas ma mère, tu es une garce. » Maddie et moi étions abasourdis, mais avant que l'un de nous puisse réagir, Grace s'est mise à pleurer et a couru dans sa chambre en montant les escaliers. J'ai entendu la porte claquer, mais quand j'ai essayé la poignée, elle était verrouillée. Je savais que je pouvais ouvrir sa porte avec la clé principale, mais j'ai pensé qu'il valait mieux attendre que de me lancer immédiatement dans une dispute. Maintenant, je regrette de ne pas avoir choisi une autre option. Nous n'avons pas revu Grace le reste de la journée, ce qui était une bonne chose car Maddie était presque hystérique. J'ai dû mettre toutes mes énergies à la réconforter et à la calmer du mieux que je pouvais. Grace n'est pas venue dîner, alors nous avons pensé qu'elle était au téléphone avec ses copines en train de parler de la façon dont ses parents la traitaient mal. Après l'épisode de la voiture volée, j'ai instauré une règle de garder toutes les clés de voiture dans notre chambre et de les vérifier avant d'aller me coucher. Je n'ai pas bien dormi et me suis levé 2 fois pendant la nuit pour m'assurer que Grace était toujours là. Quelque temps après minuit, je suis tombé dans un sommeil agité. Quand je me suis enfin réveillé le lendemain matin, la première chose que j'ai faite a été de descendre le couloir et de vérifier la chambre de Grace. J'ai été soulagé de voir que sa porte était toujours fermée et je me suis retourné pour retourner dans notre chambre. Mais quelque chose m'a poussé à vérifier une 2e fois, et quand j'ai essayé la poignée, la porte s'est ouverte. Sa chambre était aussi chaotique qu'à son habitude, mais Grace n'était pas dans son lit. J'ai rapidement descendu les escaliers et vérifié le reste de la maison. Grace n'était pas là. Ensuite, je suis sorti au garage pour m'assurer que les voitures étaient toujours là. Elles l'étaient. Je suis retourné dans la maison, sur le point de réveiller Maddie et de lui dire ce que j'avais découvert, quand j'ai soudainement remarqué mon portefeuille sur la table de la salle à manger. J'étais sûr de l'avoir laissé sur la commode la veille au soir. En l'ouvrant, j'ai remarqué 2 choses. J'avais retiré $500 de la banque plus tôt dans la semaine, et maintenant c'était disparu. Quand j'ai vu une note pliée là où se trouvaient les billets, j'ai reconnu les gribouillis de Grace. « Je suis désolé, papa, j'ai pris l'argent. Je te rembourserai un jour. » J'ai rapidement attrapé mon téléphone et appelé la police. « Je veux signaler une personne disparue », ai-je dit au sergent. Il voulait connaître son âge et depuis combien de temps elle était portée disparue. Quand j'ai dit qu'elle avait 18 ans et qu'elle était partie depuis seulement quelques heures, il m'a expliqué avec lassitude qu'elle était majeure et pouvait aller et venir à sa guise, et de toute façon, elle ne pouvait pas être considérée comme disparue à moins d'être absente depuis plus de 24 heures, sauf s'il y avait des preuves d'un crime. J'ai décidé de ne pas mentionner l'argent que Grace avait pris. Maddie est descendue au milieu de ma conversation et, comprenant l'essentiel de la discussion, a commencé à tirer frénétiquement sur ma manche, essayant de savoir ce qui se passait. J'ai sorti une note de Grace et lui ai tendue. Quand elle l'a lue, elle a éclaté en sanglots. Je me suis retourné vers le téléphone. « Écoutez, sergent, je ne sais pas si vous avez un enfant ou non, mais si c'était le cas et qu'il ou elle s'enfuyait comme ça, que feriez-vous » Il y eut une pause, et sa voix perdit toute sa monotonie pour devenir humaine. « La première chose que je ferais serait d'appeler tous ses amis pour voir si l'un d'eux savait où elle pourrait se diriger. Si cela ne donne rien, je vérifierai le terminal de bus pour voir si elle a pris un bus. Beaucoup de fugitifs font ça car c'est bon marché et sans tracas pour partir. Et si ce n'est pas déjà fait, essayez d'appeler son téléphone portable. Si elle ne répond pas, laissez-lui un message. C'est ce que je ferais. » Je le remerciais et raccrochais. Je me demandais s'il pouvait avoir un enfant. De l'âge de Grace, j'appelais le téléphone portable de Grace, et cela alla directement sur la messagerie vocale. « Grace, dis-je aussi calmement que possible dans les circonstances, s'il te plaît rentre à la maison. »
Je suis tellement inquiète pour toi, ma chérie. Si tu ne peux pas rentrer à la maison, je viendrai te chercher où que tu sois. Si tu ne veux pas rentrer à la maison, au moins appelle pour nous dire que tu vas bien. S'il te plaît, ma chérie, papa et moi t'aimons tellement et nous avons tellement peur, ma chérie. S'il te plaît. Maddie et moi avons commencé à appeler tous les amis de Grace que nous pouvions nous rappeler. Personne ne savait où elle aurait pu aller, et même s'il le savait, personne ne l'aurait avoué. Nous avons appelé Terry, qui avait alors obtenu son diplôme universitaire et avait sa propre femme, mais nous n'avions pas de ses nouvelles non plus. Terry et Grace n'étaient pas vraiment proches, mais ils étaient plus proches l'un de l'autre qu'elle ne l'était de nous. Il nous a promis de nous tenir informés immédiatement s'il avait des nouvelles. Ensuite, nous nous sommes rendus à la gare routière, espérant qu'elle y soit toujours. Mais elle n'était pas là, et aucun des employés des guichets ne se souvenait avoir vendu un billet aller simple à une fille de 18 ans. Les jours suivants se sont transformés en cauchemars. Après les 24 heures réglementaires, nous avons officiellement signalé la disparition de Grace. La police nous a averti qu'ils ne pouvaient pas la contraindre à rentrer à la maison car elle était majeure, mais ils ont promis de la retrouver néanmoins. Nous avons appris l'existence du Centre national pour les enfants disparus et exploités et avons inscrit Grace auprès d'eux. Nous avons découvert des groupes de soutien composés de parents d'enfants disparus. Nous avons été horrifiés d'apprendre qu'environ 850 000 nouveaux noms sont ajoutés à la liste des disparus chaque année, presque 2/3 d'entre eux étant des enfants de moins de 20 ans. Mais nous avons également appris que presque autant de noms sont retirés chaque année car les gens rentrent chez eux, ou sont autrement retirés de la liste. Cela nous a donné de l'espoir. J'ai contacté une agence de détectives pour voir s'ils pouvaient aider. L'agent avec qui j'ai parlé était très compatissant, mais pas très rassurant. Indianapolis est entouré par des grandes villes dans un rayon de plusieurs centaines de miles dans toutes les directions, et chacune compte un nombre significatif de fugueurs et de sans-abri où elle pourrait disparaître. Même si nous savions où elle était partie, nous aurions du mal à la retrouver si elle ne veut pas être trouvée. Je vais être honnête avec vous. Nous n'aimons pas prendre en charge des affaires comme celle-ci car nous avons si rarement de la chance. Si j'étais à votre place, je continuerais à faire ce que vous faites actuellement. Les chances que vous la retrouviez de cette manière sont aussi bonnes que pour nous tous. Je suis sorti de son bureau anxieux et découragé. Environ 2 mois après la disparition de Grace, je travaillais dans mon bureau lorsque mon téléphone portable a sonné. « Allô » ai-je répondu, mais tout ce que j'ai entendu était une voix féminine grincheuse. « Papa ?»« Grace ?» j'ai appelé. « Où es-tu, ma chérie ? Es-tu en sécurité ? » « Je vais bien, papa » a-t-elle répondu. « Je suis dans un endroit sûr. Je ne veux juste pas que tu t'inquiètes pour moi. Rentre à la maison, Grace, j'ai supplié, ou dis-moi où tu es et je viendrai te chercher. »« Non, je ne peux pas, papa » a-t-elle dit. « C'est tout trop étrange. Je vais rester là où je suis. Oh, ma chérie, s'il te plaît rentre à la maison. Maman et moi te manquons tellement. Je suis désolé, papa, je ne peux pas. Regarde, je voulais juste que tu saches que je vais bien et que tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je t'appellerai à nouveau quand je le pourrai. » Et avec cela, elle est partie. J'ai quitté le travail et je suis allé au musée pour voir Maddie. Je ne me faisais pas confiance pour lui dire au téléphone. Quand je suis entré dans son bureau, Maddie m'a vu et a pressé sa main sur sa bouche, ses yeux s'élargissant de peur. « Non, c'est une bonne nouvelle, » ai-je dit précipitamment. « Je viens juste de recevoir un appel de Grace. » Avec ces mots, Maddie a baissé la tête sur la table et a commencé à sangloter. Je me suis approché et je l'ai serrée dans mes bras. Quand elle s'est reprise, je lui ai raconté ce qui s'était passé et ce que Grace avait dit. « Mais quand est-ce qu'elle rentre à la maison ?» a exigé Maddie. « Elle doit rentrer à la maison. » J'ai soupiré. « Chérie, elle a dit qu'elle est dans un endroit sûr et qu'elle va y rester pour le moment. Elle a dit que c'est trop bizarre pour elle de rentrer à la maison maintenant. » Maddie s'est remise à pleurer. « Elle me déteste » sanglotait-elle. Je l'ai chassée et maintenant elle me punit. Non, chérie, non. Elle est confuse et malheureuse et aucun de nous ne sait vraiment ce qui se passe avec elle. Tu dois arrêter de te blâmer. Cette dispute que tu as eue avec elle n'est pas la raison pour laquelle elle est partie.
C'était juste un symptôme de sa confusion. Tu dois y croire. Je ne pense pas que Maddie ait cru en mon hypothèse, mais elle s'est calmée et nous avons pu trouver du réconfort dans le fait que notre fille était en vie et semblait aller bien. Cela a façonné le reste de ma vie. Tous les quelques mois, Grace m'appelait pour me rassurer qu'elle allait bien. Elle ne demandait jamais d'argent, ne me disait jamais où elle se trouvait, et ne voulait jamais rentrer à la maison, peu importe combien je la suppliais. De temps en temps, Terry me faisait savoir qu'elle l'avait appelée, toujours avec un message similaire. Mais elle n'appelait jamais Maddie, et bien que j'essaie de minimiser l'évidence, je savais que Maddie était toujours blessée que sa fille ne lui parle pas. Nous n'avons jamais accepté la situation, mais après quelques années, nous avons trouvé un certain accord. Notre fille ne voulait pas de nous dans sa vie et il n'y avait rien que nous puissions y faire. Nous nous inquiétions toujours pour elle, surtout lorsque les intervalles entre les appels s'allongeaient. Mais où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, elle était en sécurité autant que nous pouvions le dire, et nous nous accrochions à cette croyance pour notre propre santé mentale. Mais notre tranquillité relative ne dura pas longtemps. Une nouvelle menace surgit. Un jour, Maddie rentra d'une mammographie de routine avec des nouvelles alarmantes. Le médecin avait découvert une tumeur. Il veut que je fasse une biopsie, me dit-elle. Je sentis une sueur froide éclater même en essayant de la rassurer. Ce n'est probablement rien, ma chérie. Ils doivent tout vérifier par précaution de nos jours. Tu verras, lui dis-je en la serrant dans mes bras. Mais je ne pense pas qu'elle croyait mes paroles plus que je ne le croyais moi-même. D'une manière ou d'une autre, Maddie et moi étions devenus des personnages d'une tragédie grecque antique, et les dieux semblaient être d'une humeur particulièrement vengeresse. Mon sentiment de malheur s'intensifia lorsque nous avons reçu les résultats du laboratoire d'anatomopathologie. La tumeur était maligne, avec des cellules cancéreuses peu différenciées. Une autre analyse révéla que le cancer s'était propagé au système lymphatique. J'étais dévasté, mais je savais que je devais être fort pour Maddie car elle aurait besoin de toute la force possible. Nous allons combattre cette maladie, lui dis-je. Ce n'est pas une condamnation à mort. De nombreuses femmes traversent cela et vivent heureusement après. L'oncologue de Maddie était une personne sans détour. Nous allons traiter cela de manière agressive, nous a-t-il dit. Je ne veux pas adopter une approche progressive et risquer que cette chose nous échappe. Lorsque nous avons appris ce que signifiait le mot agressif, Maddie est devenue pâle et j'ai cru que j'allais m'évanouir un instant. Elle devait subir une mastectomie et l'ablation des ganglions lymphatiques, suivie de chimiothérapie et de radiothérapie. Nous avons tous les deux pleuré en rentrant du cabinet du médecin, et j'ai encore pleuré quand j'ai dû appeler Terry pour le prévenir. Le prochain acte de notre petite pièce de théâtre comportait des scènes d'obscurité et de lumière. La lumière venait des groupes de soutien auxquels nous avons adhéré et du soutien de nos amis. Avec leur sympathie et leur compréhension, ils nous ont aidés à tenir bon et à garder le moral. Mais l'opération et le traitement ultérieur étaient très sombres. Mais lorsque les dieux sont en colère contre les mortels, ils ne peuvent être apaisés par des actes de courage et des manifestations d'optimisme. Lorsque nous avons appris que le cancer s'était métastasé de manière agressive vers d'autres organes, Maddie a perdu la volonté de se battre. Je ne veux plus subir d'autres opérations, m'a-t-elle dit. Je ne veux plus subir d'autres chimiothérapies ou radiothérapies. J'en ai assez. J'ai supplié et plaidé avec elle de ne pas abandonner, mais elle était catégorique, et je ne pouvais pas lui en vouloir. J'ai vu à quel point elle était faible après l'opération, à quel point elle était nauséeuse à cause des produits chimiques toxiques qu'ils lui injectaient. Personne ne pouvait lui reprocher de ne pas vouloir continuer ainsi avec très peu de chances de succès. J'ai pensé qu'il pourrait y avoir un autre facteur ici, bien que je ne voulais pas en parler. J'avais peur que Maddie considère son cancer comme une sorte de punition pour ce qui était arrivé à Grace. Maddie n'avait jamais rien dit de tel, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander si c'était en partie la raison pour laquelle elle refusait un traitement supplémentaire. Une fois que nous avons arrêté le traitement, les choses ont commencé à changer rapidement. Maddie avait des bons jours où elle semblait presque normale. Je me souviens l'avoir emmenée à une exposition de fleurs et m'être réjoui de voir combien de plaisir elle prenait à regarder les nombreuses couleurs. D'autres jours, elle pouvait à peine relever la tête et je pouvais voir sa force s'échapper comme l'eau d'un verre fissuré.
Dans les derniers jours, je l'ai transférée en soins palliatifs. La plupart du temps, elle dormait simplement. Un sommeil agité, troublé. Quand elle se réveillait, elle voulait dire quelque chose mais n'avait pas l'énergie pour de longues conversations. Raleigh, tu sais que je t'ai toujours aimé, m'a-t-elle dit plus d'une fois. Cela m'a attristé car je le savais toujours. Il n'y avait aucune raison pour laquelle elle devrait penser nécessaire de me l'assurer tout le temps. Mais je répondais simplement que je le savais. Et que je l'avais toujours aimé autant. Le dernier jour, elle a repris ses esprits et a pris ma main. Grace, a-t-elle dit, mais je savais ce qu'elle demandait. Tout ce que j'avais à faire était de secouer la tête. Dis-lui que je suis désolée pour tout, a-t-elle murmuré, avant de retomber dans le sommeil. Elle ne s'est pas réveillée. Plus tard cette nuit-là, elle a eu une crise de respiration de Shane Stokes. Et puis elle était partie. Les dieux avaient pris leur revanche. Je suis sorti de ma rêverie et ai regardé autour de notre maison silencieuse. Maintenant qu'elle était enterrée en toute sécurité, il n'y avait plus rien que je puisse faire pour elle. Il était temps d'avancer. Ce sont des paroles courageuses, mais elles ne correspondaient pas à mon état d'esprit. Il y avait des moments où je me demandais comment j'allais avancer après avoir perdu les 2 femmes les plus importantes de ma vie. Mais ce n'était que de l'apitoiement sur soi. J'avais un fils avec une épouse et un fils à moi. Je savais qu'ils m'aimaient et avaient besoin de moi autant que j'avais besoin d'eux. La vie avait peut-être perdu de son éclat, mais je n'avais pas le droit de penser à abandonner. Les semaines suivantes furent remplies d'une nouvelle vague de douleur et de malaise. La douleur impliquait de ranger les affaires de Maddie, en particulier ses vêtements, son maquillage et ses autres effets personnels. Je savais que je devais le faire. Je ne voulais pas qu'il devienne un pathétique hôtel poussiéreux. Mais chaque chose que je rangeais renfermait de nombreux souvenirs, et il m'a fallu plusieurs jours pour accomplir cette tâche relativement simple. Les amis, connaissances et collègues avec qui j'ai interagi au cours des semaines suivantes m'ont regardé de manière active et passive. Le musée où elle travaillait a envoyé une délégation pour présenter leurs condoléances, et bien que j'ai apprécié le geste, je ne connaissais guère ces personnes. Le mémorial calligraphié qu'ils m'ont remis était gênant. Que devais-je en faire? L'accrocher au-dessus de la cheminée? Beaucoup de nos amis sont passés me voir pour prendre de mes nouvelles, mais ils ne savaient pas quoi me dire à part les phrases toutes faites que tout le monde utilise. De même, je ne savais pas quoi répondre, si ce n'est utiliser des réponses tout aussi banales. Le pire était les personnes qui ne savaient pas quoi dire et, gênées, m'évitaient. Je les voyais secouer la tête ou jeter des regards inquiets dans ma direction quand ils pensaient que je ne remarquerais pas. Je ne leur en voulais pas. Parfois, il n'y a tout simplement rien à dire. Pendant la maladie de Maddie, j'avais commencé à rendre visite à notre ministre à l'église, et maintenant qu'elle était partie, j'ai réalisé que j'avais besoin de continuer à y aller. Notre ministre était une femme sage et douce qui m'a permis de déverser ma peine dans son petit bureau autour d'une tasse de thé. En plus du réconfort spirituel, elle s'est révélée très perspicace sur la nature humaine. C'est elle, plus que quiconque, qui m'a aidé à surmonter mon apitoiement sur moi-même. Mais quand je suis allé la voir ce vendredi, j'avais un nouveau problème qui me tourmentait et me faisait honte. Après m'avoir servi une tasse et s'être installé dans son fauteuil pivotant, j'ai commencé à lui faire une confession informelle. J'ai fait un cauchemar la nuit dernière. J'ai rêvé que Maddie était vivante, mais elle ne venait pas vers moi. J'étais allongé dans mon lit, mais j'étais impuissant et je ne pouvais pas me lever. Maddie a juste ri de moi et est sortie par la porte sans même se retourner. J'étais tellement en colère contre elle, j'avais l'impression de la détester à ce moment-là. J'ai levé les yeux vers le visage pensif du révérend. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comment puis-je ressentir ces émotions? Elle a pris une gorgée de sa tasse et m'a regardé intensément. Riley, ce que tu ressens est parfaitement normal. Personne n'aime en parler, mais je suppose que la plupart des gens qui ont perdu des proches ressentent de la rancœur et de la colère envers eux à un moment donné. Mais comment est-ce possible? Ai-je demandé. Bon sang, elle est morte et je suis toujours en vie. C'est moi qu'elle devrait ressentir de la rancœur, pas l'inverse. Mais ne réalises-tu pas, dit-elle doucement, elle t'a laissé seule dans toute ta douleur et ta tristesse. Plus tu l'aimais, plus elle te manque, et plus ça fait mal. Et la source de cette douleur,
C'est Maddie. Est-il étonnant que tu ressentes de la rancœur envers la personne qui te fait tant pleurer et souffrir? Il y avait un sens tordu dans ses paroles, mais je me sentais toujours mal à l'aise. Que puis-je faire pour que cela disparaisse? Je ne veux pas passer le reste de ma vie à détester ma défunte femme. Le prêtre sourit légèrement. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, Riley. La raison de ta colère, c'est que tu n'as toujours pas accepté le fait que Maddie soit partie. Tout est encore trop frais et douloureux. Une fois que tu auras accepté cela, tu verras que la colère disparaîtra aussi, et tu pourras te concentrer sur les bons souvenirs. En sortant de son bureau, j'espérais qu'elle avait raison. C'était très décourageant de découvrir que je détestais la femme que j'avais chérie pendant tant d'années. J'étais content d'avoir rendez-vous avec notre prêtre ce jour-là car j'avais été invité à dîner chez Terry et sa famille le soir même. La dernière chose que je voulais, c'était leur rendre visite avec de la colère non résolue dans mon cœur. Je ne réalisais pas que la prochaine scène de mon drame venait tout juste de commencer. Après le dîner, Terry et moi étions assis dans le salon. Sally ne nous avait pas laissés seuls, disant qu'elle devait coucher leur fils Lance. « Qu'est-ce qui ne va pas, Terry ?» lui demandai-je. « Je vois que tu as quelque chose à me dire. » Il bougea nerveusement sur sa chaise et éclaircit sa gorge. « C'est Grace, dit-il. J'ai eu de ses nouvelles. Apparemment, toute la colère que le prêtre avait réussi à contenir pendant la journée est revenue, mais cette fois-ci elle était dirigée vers une nouvelle cible. « Lui as-tu dit ?» demandai-je. « Lui as-tu dit que sa mère était morte ?» Il me regarda avec anxiété. « Oui, papa, je lui ai dit. » « Et qu'a-t-elle dit ?» J'ai dit plus fort que je ne le voulais. Elle savait que Maddie était en train de mourir. Ne pouvait-elle même pas venir à l'enterrement de sa mère? Elle a pleuré quand je lui ai dit, a répondu Terry. Je l'ai regardé avec impatience. Ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Son visage prit un air coupable. Elle m'a fait promettre de ne pas te le dire, papa, mais je ne peux pas tenir cette promesse. Je sais où elle est. Je suis resté stupéfait. Après 5 longues années, continua Terry. Quand je lui ai annoncé la mort de maman, elle m'a demandé de lui envoyer quelque chose de maman qu'elle pourrait garder. J'ai pris une des croix de maman parmi les affaires que tu as données à Sally et je la lui ai envoyée. Papa, elle vit à Chicago. J'ai son adresse. Il me tendit un morceau de papier. Oh, et elle vit sous le nom de jeune fille de maman. Elle s'appelle maintenant Grace Campbell. J'ai pris le bout de papier avec son nom et son adresse et j'ai vu que Grace habitait effectivement à Skokie, juste au nord de Chicago. J'ai mis l'adresse dans ma poche et je me suis levé. « Papa, que vas-tu faire ?» demanda Terry, inquiet. « Il n'y a qu'une seule chose à faire, » lui dis-je. « Je dois aller la voir. » Il me regarda avec dégoût. « Je savais que tu dirais ça. » Il m'a accompagné jusqu'à la porte. « Papa, ne fais pas de folie. » Je l'ai regardé avec triomphe. « Je te le promets, mon fils. » Dès que je suis rentré chez moi, j'ai réservé une chambre d'hôtel près de l'adresse de Grace. Puis je suis allé me coucher. Il y avait environ 3 heures de route de notre maison à Chicago, et je voulais partir tôt. Je ne savais pas combien de temps j'allais rester là-bas, donc je n'étais pas sûr de ce qu'il fallait emporter. En chemin, je n'arrêtais pas de penser à ce que je voulais lui dire. Après 5 ans et tout ce qui s'était passé pendant ce temps, je ne savais pas par où commencer. J'ai envisagé différents scénarios dans ma tête. Aucun ne semblait convenir. Quand je suis arrivé à Skokie, il était déjà passé midi, et j'ai décidé de manger quelque chose avant de me rendre à son adresse. Je n'avais pas vraiment faim, mais je savais que l'acide qui s'était accumulé dans mon estomac allait percer ses parois si je ne mettais rien pour l'absorber. En arrivant à son adresse, j'ai été surpris. Je m'attendais à voir un taudis, et je me suis retrouvé devant un bel ensemble de maisons de ville qui semblait être haut de gamme. J'étais tellement stupéfait que lorsque je suis arrivé à la porte et que j'ai sonné la cloche, j'ai oublié le discours que j'avais l'intention de prononcer devant elle. Des yeux me fixaient à travers le judas de la porte, et il y eut un long silence avant qu'elle ne s'ouvre. Debout dans l'encadrement se tenait ma fille perdue depuis longtemps. Elle avait grandi d'une adolescente chétive en une belle jeune femme aussi grande que sa mère. Elle se tenait là, me regardant avec une expression boudeuse. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas faire confiance à Terry,
c'est tout ce qu'elle a dit. À ce moment-là, la rage bouillonnait en moi, que j'essayais de réprimer, et cela m'a coûté beaucoup d'efforts pour ne pas lui crier dessus. Essayant de me ressaisir, j'ai demandé plutôt sèchement, « Est-ce ainsi qu'on accueille son père après avoir disparu pendant 5 ans ?» Elle soupira, « Tu as raison, papa. Je suis désolé. Entre, s'il te plaît. » Elle fit un pas en arrière, ouvrant grand la porte, et je suis entré dans sa maison. Tout était décoré avec goût et les meubles semblaient assez récents. La vue de son logement soulevait en moi plus de questions. Que fait-elle dans la vie? Comment pouvait-elle se permettre un si bel endroit où vivre? Que faisait-elle pendant ces 5 longues années où elle était partie? Elle m'invita à m'asseoir sur le canapé et prit place en face de moi dans le fauteuil. En la regardant, il me frappa à nouveau combien elle ressemblait à sa mère, et à ce souvenir, toute ma rancœur et ma colère explosèrent à nouveau. « Pourquoi n'es-tu pas rentrée pour les funérailles de ta mère ?» ai-je exigé. Elle me regarda impuissante. « Papa, je ne pouvais tout simplement pas. Tout était si compliqué. Je ne pouvais tout simplement pas. C'est inacceptable, dis-je. C'était ta mère, bon sang. » Grace resta assise là, les yeux baissés. J'essayais de reprendre contenance. Elle était tellement impatiente de te revoir, dis-je plus doucement. Sais-tu quelles étaient ses dernières paroles? Elle a dit, dis à Grace que je suis désolé. J'essuyais avec colère les larmes qui semblaient avoir coulé sur mes joues. Je ne sais pas de quoi vous vous disputiez, mais cela ne peut pas être si grave que tu n'aies même pas venu la voir être mise en terre. Maintenant, des larmes coulaient sur les joues de Grace également. Mais je ne pouvais pas, dit-elle désespérée. Si je revenais, cela voudrait dire que je lui avais pardonné. Comment aurais-je pu faire ça? Et pourquoi faire? Exigeai-je. Pour la manière dont elle te traitait, répliqua-t-elle. Je ne sais pas de quoi tu parles, dis-je avec colère. Ta mère m'aimait et prenait soin de moi chaque jour de nos 35 ans ensemble. Même quand elle était mourante, elle me le répétait encore et encore. Je pouvais voir la colère monter dans les yeux de Grace maintenant, et cela me rappelait les bons vieux jours où elle était une adolescente rebelle. Peut-être, papa, mais elle avait une drôle de façon de le montrer. Je ne pouvais que secouer la tête. Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis, murmurai-je. Elle poussa un soupir, puis les mots sortirent. Papa, elle te trompait. Ne le savais-tu pas? N'avais-tu même pas soupçonné? Je me suis lourdement appuyé en arrière sur ma chaise. Commençais à trouver difficile de respirer. Non, cela ne peut pas être vrai. Maddie ne ferait jamais ça. Comment peux-tu dire ça? Mais il n'y avait aucune conviction dans mes paroles. Le doute grandissait en moi, même si je protestais. C'est vrai, papa. Je l'ai entendu parler avec lui au téléphone. J'ai séché l'école une fois, et quand maman est rentrée, elle ne savait pas que j'étais à la maison. Elle devait probablement se changer pour un événement important au musée, mais de toute façon, son téléphone a sonné et c'était lui. Je pouvais l'entendre parler avec lui en se promenant dans la chambre en sortant les vêtements qu'elle voulait porter. Elle parlait de ce qu'ils allaient faire ce soir-là, puis elle a commencé à parler de ce qu'elle allait lui faire. Elle a ri. J'étais choqué par la scène que Grace me racontait, et je m'accrochais à la moindre lueur d'espoir que je pouvais trouver. Peut-être que c'était une blague, ma chérie. Peut-être qu'elle le taquinait juste. Mais Grace avait rompu son vœu de silence auto-imposé, et maintenant tout allait éclater. Elle a interrompu mes réflexions. Non, papa, ce n'était pas une blague. Je sais parce que le lendemain, quand elle m'a réprimandé pour quelque chose, je l'ai contredite. Elle a essayé de le nier, mais quand j'ai commencé à répéter ce qu'elle lui avait dit, elle a dû l'admettre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle en avait assez de vivre avec la culpabilité. Mais elle m'a tout dit. Qui il était, depuis combien de temps ça durait, comment ça avait commencé. Puis le regard déterminé sur son visage semblait se dissoudre, et les larmes ont recommencé à couler. Et quand elle a fini, elle m'a dit que je ne devais jamais en parler à personne. Ni à Terry, ni à mes amis, encore moins à toi. Elle m'a dit que tu n'accepterais jamais, que tu la divorcerais et ruinerais notre foyer. Je ne pouvais pas faire ça, papa. Je ne pouvais pas être celle qui diviserait notre famille. Avec ces mots, elle a couvert son visage de ses mains et a commencé à sangloter.
Malgré ma propre angoisse, je me suis approché et me suis agenouillé à côté de sa chaise pour la serrer dans mes bras. Mais je ne pouvais pas rester silencieux. Ce qu'elle m'a dit a soulevé beaucoup plus de questions. Que s'est-il passé après ça? Ai-je demandé doucement. J'ai essayé de garder son secret, papa, et j'ai réussi, probablement pendant quelques mois. J'avais des études à terminer et je voulais juste m'en sortir. Elle m'a regardé. Mais c'était tellement dur. Chaque fois qu'elle t'embrassait, tout ce à quoi je pouvais penser était ce qu'elle lui avait dit qu'elle allait faire avec sa bouche. Chaque fois qu'elle avait un événement au musée, je me demandais si c'était juste une excuse pour le revoir. Et chaque fois qu'elle me réprimandait pour ce que j'avais fait, tout ce à quoi je pouvais penser était « Qui es-tu pour me juger ?» Elle prit un mouchoir et se moucha. Je me sentais tellement mal que je pensais que j'allais exploser. Puis un jour, quand elle m'a vraiment atteint, j'ai explosé. C'est à ce moment-là que notre grande dispute a éclaté. Je savais que je ne pouvais pas rester là un jour de plus. Je ne pouvais pas rester avec ma mère parce que je ne supportais pas ses mensonges et son attitude je suis au-dessus de tout. Et je ne pouvais pas rester avec toi parce que je savais que je ne pouvais pas tout te cacher et que ce serait la fin de notre famille. La seule issue était de m'éloigner le plus possible. Elle haussa les épaules. Et c'est à ce moment-là que je me suis enfui à Chicago. Des questions tourbillonnaient dans ma tête, mais la première qui est sortie de ma bouche a été « Pourquoi es-tu allé à Chicago ?» Elle m'a regardé comme si j'étais stupide. Parce que c'est là qu'il vit. Qui? Où qui vit? Ai-je dit avec indignation. Le type avec qui elle a couché. Tu en as entendu parler, papa. Carlton Morrison. Soudain, tout s'est éclairci. Je n'avais jamais rencontré Carlton Morrison, mais je savais qui il était. C'était un riche trader de matières premières aussi célèbre pour les stars qu'il fréquentait que pour sa philanthropie. Je me souvenais que sa première donation de plusieurs millions de dollars au musée avait été l'un des premiers coups de magie qu'il avait propulsé au rang d'étoile montante du département du développement. Maintenant je me demandais ce qu'elle avait dû faire pour l'obtenir. Et puis un autre souvenir m'est revenu. Quand nous avions des difficultés financières, nous avons eu un coup de chance qui nous a vraiment aidés à nous en sortir. Maddie est rentrée un jour à la maison et m'a dit qu'une tante que je n'avais jamais rencontrée était décédée et lui avait laissé une bonne somme d'argent. C'était suffisant pour me sortir de mes dettes et me remettre financièrement à flot. Maintenant je me demandais, qui était la véritable source de cet argent? Ça ne peut pas être, ai-je pensé. C'était il y a si longtemps. J'ai essayé de me rappeler quand tout cela s'était passé. Quand leur liaison avait commencé. Mais à peine avais-je réussi à me souvenir que mes souvenirs ont été interrompus par un bruit venant de l'intérieur de la maison. Grace s'est levée comme un ressort. Mon Dieu, nous l'avons réveillée. Puis elle a disparu dans un couloir à l'arrière. Quand elle est réapparue, elle était accompagnée d'une magnifique petite fille qui devait avoir 2 ou 3 ans. Elle avait de luxueux cheveux bruns, une frange sur le front et de grands yeux marrons. Mais à ce moment-là, tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était ses coudes anormalement grands, l'angle maladroit de ses membres inférieurs et de ses pieds, et à quel point il lui était difficile de marcher, même avec l'aide de sa mère. Je me suis agenouillé et étendu les bras vers elle. « Bonjour », ai-je dit doucement. « Je suis ton grand-père. Comment tu t'appelles » Ses grands yeux me fixèrent un instant. Puis elle dit d'une voix tremblante, « Suzy. »« Bonjour Suzy, puis-je te faire un câlin ?» Elle regarda sa mère qui souriait et approuvait d'un signe de tête, puis tendit les bras vers moi. Je l'ai doucement prise dans mes bras et suis resté là, tenant ma petite fille dans mes bras. En regardant par-dessus son épaule, j'ai fixé Grace avec des yeux remplis de bonheur. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Il était l'heure pour Suzy de manger, et j'ai aidé Grace à la nourrir du mieux que je pouvais. Ensuite, la petite voulait sortir, alors Grace a pris la poussette et l'y a installée. Ensuite, nous avons marché le long du trottoir ensoleillé sous les arbres jusqu'à ce que nous atteignions un petit parc. Suzy gazouillait et parlait toute seule la plupart du temps. Il y avait une aire de jeu dans une partie du parc, et nous avons regardé une demi-douzaine d'enfants jouer sur l'un de ces toboggans en spirale. Un par un, ils grimpaient en haut de l'échelle puis se laissaient glisser, roulant en spirale jusqu'à ce qu'ils soient au sol. Comme moi, pensais-je à Riley. Alors que nous nous promenions,
J'ai pointé du doigt avec une expression interrogative la précieuse petite fille devant nous. Grace a compris. C'est la paralysie cérébrale, m'a-t-elle dit doucement. J'ai acquiescé. Je ne savais pas grand-chose sur la paralysie cérébrale, mais je savais que Suzy aurait besoin de soins spéciaux pour le reste de sa vie. J'ai serré ma fille dans mes bras. Je suis tellement désolé, ma chérie. Tu n'as pas à l'être, a-t-elle répondu d'un ton égal. C'est ma fille et ma responsabilité. J'ai tout sous contrôle. Je l'ai regardée avec interrogation, mais elle semblait confiante. La colère a de nouveau surgi en moi, mais je ne voulais pas alarmer Suzy, alors j'ai essayé de parler plus doucement. Le moins que tu aurais pu faire était de me dire que j'ai maintenant une petite fille. Grace m'a regardé tristement puis nous a conduits vers un banc du parc. Elle et moi nous sommes assis côte à côte et elle a fait rouler la poussette de Suzy doucement d'avant en arrière. Le mélange du soleil et du mouvement de la poussette semblait endormir Suzy et elle s'est assoupie. Après avoir vérifié l'état de sa fille, Grace s'est tournée vers moi et a dit avec une expression douce sur son visage, « Pauvre papa, tu ne comprends pas. Suzy n'est pas ta petite fille. » « Bien sûr que si, c'est ma petite fille, ai-je dit indigné. Tu es ma fille et elle est ta fille, donc je suis son grand-père. Elle a pris doucement ma main. Tu es mon papa. Tu seras toujours mon papa, mais tu n'es pas mon papa. Il y avait un rugissement dans mes oreilles, ou peut-être était-ce le son lointain des dieux qui riaient. Ça ne peut pas être en train de se produire, ai-je soufflé. J'étais là quand tu es né. Je me suis interrompu. Grace a secoué tristement la tête. Je suis tellement désolé papa. J'ai vu le test ADN. C'est à ce moment-là que j'ai craqué et pleuré. Retrouver ma fille après tout ce temps et la perdre à nouveau était trop difficile à supporter pour moi. Nous devions présenter un tableau étrange. Un vieil homme courbé en pleurs amers, une jeune femme mettant son bras autour de ses épaules et essayant de le réconforter, un bébé dormant dans sa poussette. J'ai essayé de reprendre le contrôle de moi-même, mais je ne pouvais toujours pas penser clairement. Mais si je ne suis pas ton vrai père, alors qui est-ce? Grace m'a juste regardé et tout s'est soudainement éclairci. Quand as-tu découvert la vérité? Ai-je demandé. Oh, pas avant. Pas après, a-t-elle répondu. J'ai été surpris par cela, mais alors Suzy a sifflé. Nous devons vraiment ramener la petite à la maison, a dit Grace, et nous sommes retournés dehors. Nous n'avons pas parlé, j'avais encore des questions, mais ma détresse était trop grande pour les poser maintenant. Il m'était maintenant clair. Maddie n'était pas le protagoniste de cette petite tragédie. C'était moi. J'étais celui tourmenté par les dieux, recevant un coup après l'autre. J'ai pensé à la phrase souvent citée, « Ceux que les dieux veulent perdre, ils les rendent d'abord fous. » Je pouvais m'identifier. J'avais l'impression de m'accrocher au bon sens avec mes doigts. Grace nous a préparé un dîner simple, et je l'ai aidé à nourrir à nouveau Suzy. Après avoir mangé, j'ai pris la petite mignonne sur mes genoux et lui ai lu l'un de ses livres préférés. Elle pointait avec enthousiasme les images pendant que je lisais les mots sur les pages. Après avoir mis la petite fille au lit, Grace et moi sommes retournés au salon. Le temps passé avec Suzy m'avait donné un bref répit à mon tourment mental, mais maintenant j'avais besoin de réponses à mes questions. Je voulais savoir ce qui était arrivé à Grace pendant les 5 années où elle avait disparu. Raconte-moi encore pourquoi tu es parti à Chicago. Ai-je commencé? C'était simple, papa. Je suis venu ici parce que je voulais le voir, affronter l'homme qui a ruiné ma vie et menacé de détruire ma famille. Je devais découvrir quel genre d'homme avait pu pousser maman à faire ce qu'elle a fait. Alors, que s'est-il passé? Ai-je demandé. Eh bien, il était facile de le trouver. Je savais où habitait Carlton Morrison, alors je me suis simplement rendu à sa demeure et j'ai exigé de le voir, et quand je lui ai dit que j'étais la fille de Mattie Moore, il m'a laissé entrer. Et qu'a-t-il dit? Oh, il a immédiatement admis qu'il avait une liaison avec maman depuis des années. Il a même dit qu'il espérait que cela continue. Il n'a montré aucun remords. J'avais envie de lui arracher les yeux. Elle a soupiré. Mais ensuite, il a commencé à me poser des questions sur moi. Pourquoi j'étais venu? Quels étaient mes projets? Quand j'ai avoué que je n'avais aucun plan, il m'a proposé de rester dans l'une des chambres de son manoir. Il a dit que s'il me fallait de l'argent,
il me paierait pour faire différents travaux pour lui. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Je n'avais nulle part où aller, et il me devait pour l'enfer qu'il m'avait fait vivre. En plus, je me suis dit que le côtoyer me permettrait de mieux comprendre pourquoi maman l'avait trompé. J'ai secoué la tête. C'est tellement difficile pour moi d'imaginer, je lui ai dit, que tu vives dans la maison de ton pire ennemi. Elle a souri amèrement. Je sais, papa, mais tu dois réaliser qu'il est un homme très persuasif. Il sait comment te flatter et plaisanter avec toi jusqu'à ce que tu fasses ce qu'il veut. Ça ne me surprend pas qu'il ait réussi à fréquenter toutes ces mannequins et starlettes. Même sans sa fortune, c'est un compagnon charmant. Elle a baissé les yeux un instant. Papa, je n'ai pas immédiatement réalisé comment il était possible de séduire maman. Il a un tel don pour te faire parler d'une chose, jusqu'à ce qu'après un moment, tu aies l'impression que c'était ton idée, et ensuite il te dit simplement à quel point tu es intelligente d'avoir suggéré cela. Son visage s'est assombri, et maintenant elle ne me regardait plus. Papa, je ne sais pas si tu le savais, mais j'ai toujours pensé que maman et moi étions en compétition l'une avec l'autre. Cela ne m'a pas surpris. J'ai remarqué que même si Maddie et Grace se disputaient comme des chats de rue, Grace essayait toujours d'imiter sa mère. Et quand Maddie remarquait les efforts de Grace, elle essayait de la surpasser dans tel ou tel domaine. Oh oui, j'ai remarqué la rivalité mère-fille. Grace ne me regardait toujours pas. Au début, je voulais savoir quel genre d'homme était capable de séduire ma mère, mais après un moment, je me suis demandé ce qu'elle avait fait pour séduire un homme qui pouvait avoir presque n'importe quelle femme. J'en avais la nausée. Ça ne pouvait pas être vrai. Grace a recommencé à pleurer. Papa, je suis tellement désolée. Je l'ai fait. J'ai commencé à coucher avec lui. Je voulais prouver que tout ce que maman pouvait faire, je pouvais le faire mieux. Elle aurait pu avoir Carlton Morrison comme amant, mais je l'ai éloigné d'elle. Et j'ai réussi, papa, mais j'ai payé le prix. Il m'a fait faire des choses terribles dont j'ai honte même maintenant. Il y avait d'autres hommes, et des femmes, et arrête. Ai-je crié. Je ne veux plus rien entendre. Je ne veux pas savoir. Puis l'énergie m'a quitté comme l'air d'un ballon dégonflé, et je me suis effondré de nouveau sur le canapé. Grace couchait avec l'amant de sa mère. Grace a vu mon hésitation et a tiré la mauvaise conclusion. Papa, il a peut-être été minable, mais au moins il était honorable. Il m'a mis dans cette maison et m'a aidé à trouver un emploi. Il a également payé toutes les factures pour l'accouchement de Suzy et ses frais médicaux depuis. Que sa générosité était grande, ai-je souri. Il t'a payé pour que tu baisses la tête et que tu couvres son péché. Grace s'est redressée, reculant dans sa chaise. Maintenant tu sais pourquoi je ne pouvais pas rentrer à la maison, papa. Je savais que tu me détesterais, mais pas autant que je me déteste, sanglota-t-elle. J'ai pensé à la façon dont elle avait vécu tout ce temps avec la culpabilité et la haine de soi et j'ai réalisé qu'elle était tout autant une victime que moi. En la serrant dans mes bras, j'ai compris ce que je devais faire. Je me suis levé. Il se fait tard, Grace. Cela a été une journée traumatisante pour nous deux. Je dois retourner à l'hôtel et dormir. Elle a essayé de m'arrêter. Tu ne peux pas rester dormir ici ce soir, papa? Je peux déplacer Suzy dans ma chambre et tu peux mettre un lit là-bas. Je sais qu'elle sera contente de te voir quand elle se réveillera. Je lui ai offert un sourire forcé. Je ne voudrais pas déranger Suzy. Vous allez vous coucher. Je serai bien à l'hôtel. Elle s'est précipitée vers moi et m'a serré dans ses bras comme si elle ne voulait pas me laisser partir. Tu m'as manqué, papa. Vraiment. Elle s'est un peu écartée pour me regarder dans les yeux. Je t'aime, papa. Et quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon papa. Je l'ai serré dans mes bras. Malgré tout ce qui s'était passé aujourd'hui, c'était merveilleux de retrouver ma fille perdue. En me dirigeant vers la porte, elle m'a attrapé la main. Papa, tu ne vas pas faire de folie, n'est-ce pas? Je lui ai souri. Terry m'a posé la même question. Je lui ai promis que non, et je te promets la même chose. Puis je me suis dirigé vers la sortie. Parfois, les bons parents doivent mentir à leurs enfants. Quand j'ai pris ma chambre d'hôtel, j'étais épuisé, mais les révélations de la journée m'ont tenu éveillé. J'aurais aimé pouvoir parler à notre prêtre à la maison,
car j'avais vraiment besoin de quelqu'un à qui je pouvais confier tous les horreurs qui m'avaient frappé. Mais il n'y avait personne dans la chambre d'hôtel à part moi et ces dieux rieurs qui ne cessaient de trouver de nouveaux coups pour le malheureux mortel. En me retournant, je n'ai finalement plus pu supporter. Je suis sorti du lit et j'ai allumé mon iPad. Puis j'ai commencé à chercher des informations sur Carlton Morrison, l'antagoniste qui m'avait volé ma femme, ma fille et maintenant ma petite-fille. Les informations sur l'homme que certains journalistes anglais frustrés avaient surnommé le Playboy du Midwest étaient abondantes. J'ai appris que Morrison avait hérité de sa fortune originale de son père. Mais contrairement à de nombreux fils de riches, Carlton avait été très réussi. En prenant une partie de son héritage, il étudia le marché des matières premières de son propre chef. Puis, à travers une série de mouvements astucieux mais audacieux, il parvint à doubler l'argent de son père lors de l'une des bulles périodiques émergeant dans le domaine des matières premières. Il n'était certainement pas à l'échelle de Bill Gates, mais il était néanmoins un homme très riche. Puis, comme guidé par un sixième sens, il encaissa, laissant des milliers d'autres investisseurs tenir le sac lorsque la bulle éclata inévitablement. Il y eut des rumeurs d'enquête, mais autant que je sache, rien n'en est ressorti. Au lieu de cela, le jeune multimillionnaire porta son attention sur le monde de l'art, devenant un grand mécène des arts tout en fréquentant certaines des femmes les plus attrayantes du public. Les récits de fêtes dans son manoir de Chicago devinrent légendaires, et les potins entourant ses exploits romantiques remplirent les pages d'une douzaine de tabloïds. Mais j'ai noté avec intérêt qu'il y avait très peu d'entrées récentes, et j'ai finalement trouvé un groupe d'articles avec une explication. Apparemment, le Playboy avait subi une attaque il y a 1 an et s'était retiré de la scène publique. Cette nouvelle réjouit mon cœur. En effet, elle me redonna espoir. Dans son état affaibli, je pensais que ce serait plus facile pour moi de me venger. Et la vengeance, si je ne me trompe pas, était ce que je voulais accomplir. Cet homme avait causé un tort indescriptible à moi et à ma famille, et je n'allais pas le laisser impuni. Les révélations d'aujourd'hui étaient comme une série de coups de marteau, chacun me faisant descendre de plus en plus bas dans une spirale jusqu'à ce que je sente que le tuer était le seul moyen de mettre fin à la douleur. Je savais que je n'échapperais pas à la punition pour un tel crime, mais je m'en fichais. Comment punir quelqu'un qui est déjà mort? Au moins, j'aurais la satisfaction de savoir que je l'avais emmené avec moi. Et je savais déjà comment faire. Ma fille m'avait involontairement montré la voie. Je retournai au lit et attendis que le sommeil vienne. Maintenant que j'avais pris l'engagement, il me semblait que ma détermination allait sûrement m'apporter le repos dont j'avais désespérément besoin. Cependant, je constatais que je ne pouvais toujours pas m'endormir. Au lieu de cela, je ne cessais de penser à une citation qui m'était venue ce jour-là. Ceux que les dieux veulent détruire, ils les rendent d'abord fous. Était-ce vraiment mon destin? Avais-je déjà atteint le point de la folie? Aurais-je dû franchir cette étape finale? Tuer? Car après cela, il n'y aurait pas de rédemption, pas de retour en arrière. Étais-je prédestiné à terminer ma vie de cette manière? Un pion dans un jeu olympique? Ou avais-je une autre voie? Je restai là pendant longtemps, méditant sur ces questions éternelles, puis je m'endormis. Quand je me réveillai le lendemain matin, je me sentis étrangement rafraîchi. Peut-être que c'est ainsi que fonctionne la prise d'une décision finale. Quelle qu'en soit la raison, c'était bien que j'ai eu le temps de me reposer, car j'avais beaucoup de préparatifs à faire. Je travaillais toute la matinée, m'arrêtant seulement pour manger un peu quand mon estomac protesta. Quand j'eus fini mes préparatifs, il était midi. Je rassemblais mes affaires et me dirigeais vers la réception pour régler ma note. Il y avait un responsable de service au comptoir, et alors qu'il traitait ma facture, il remarqua apparemment ma réservation initiale. Nous ne nous attendions pas à ce que vous partiez si tôt, Monsieur Moore. Êtes-vous satisfait de tout? Je lui souris. Oh oui, tout était parfait. Il crut voir une opportunité de fidélisation. Puis-je vous aider à réserver pour votre prochaine visite? Non, dis-je. Je ne reviendrai jamais ici. Je vis l'expression perplexe sur son visage alors que je me retournais et m'éloignais. La route vers le sud depuis Skokie était assez agréable. La circulation sur les routes n'était pas aussi dense que d'habitude un dimanche. Cela me donna l'occasion de réfléchir aux femmes de ma vie.
L'infidélité de Maddie m'a profondément secoué. Comment pouvait-elle dire qu'elle m'avait toujours aimé alors qu'elle avait eu une liaison pendant des années? Et puis il y avait Grace. Je pouvais comprendre le stress qui l'avait poussée à fuir, mais je ne pouvais pas comprendre comment elle avait pu devenir la maîtresse d'un homme qui avait séduit sa propre mère. Et puis il y avait la pauvre petite Suzy, la seule véritable innocence. Mais elle aussi était devenue victime de la relation impie entre sa mère et cet homme. Cet homme. Tout ramenait à Carlton Morrison. Je réalisais qu'il était mon ennemi mortel, l'ennemi de ma famille, et le véritable antagoniste de ce drame. Je devais m'occuper de lui. Si je ne le faisais pas, nos blessures ne guériraient jamais. Cette prise de conscience m'apporta un étrange sentiment de calme. Quand on en arrive au point où il ne reste qu'une seule chose à faire, c'est réconfortant. Le manoir Morrison était situé dans le quartier de Lincoln Park à Chicago. Quand je le trouvai enfin, je ne pus m'empêcher d'être impressionné. Le manoir était immense, entouré d'un mur de pierre et de fer ceinturant un vaste terrain. Le bâtiment était haut de 3 étages, revêtu de pierres grises et surmonté de tourelles et de créneaux. Il ressemblait plus à une forteresse qu'à une maison. Il n'y avait pas de place de stationnement dans la rue, alors je me garais devant une borne d'incendie. Qu'est-ce que ça me faisait si ma voiture était remorquée? L'entrée principale était protégée par de lourdes grilles en acier. Au lieu de s'ouvrir en pivotant, elle roulait sur le côté. J'ai remarqué une poutre en acier renforçant le centre de la grille. Personne n'allait pouvoir forcer le passage. Mon plan était simple. J'ai suivi l'exemple de Grace. Elle avait réussi à s'infiltrer dans son antre en exploitant à la fois la curiosité et la vanité de Morrison. J'avais l'intention d'utiliser ces mêmes faiblesses pour franchir le mur de son château. Je me suis approché du haut-parleur à côté de la grille et j'ai appuyé sur un bouton. Une voix désincarnée a demandé pourquoi j'étais là. Je suis ici pour rencontrer Carlton Morrison, et je dis avec assurance, regardant directement la caméra de surveillance qui me regardait. Quelle est la nature de votre visite? Demanda la voix froidement. Je suis un vieil ami de Madeleine Moore. Je viens apporter à Monsieur Morrison le dernier cadeau de Maddie. Dites-lui que Madeleine Moore m'envoie, il se souviendra d'elle. Il y eut un long silence, et je commençais à penser que ma confiance était infondée, mais alors la voix reprit. Veuillez avancer jusqu'à l'allée menant à l'entrée principale. Vous y serez accueillis. À ce moment-là, la massive grille commença à s'ouvrir lentement jusqu'à ce qu'elle s'ouvre suffisamment pour que je puisse passer en toute sécurité. Dès que je l'ai fait, la grille a inversé sa direction et s'est refermée avec un bruit métallique. Lorsque j'ai atteint la porte d'entrée, la porte s'est ouverte, et une domestique m'a accueilli. À qui dois-je dire que Monsieur Morrison a l'honneur de recevoir? Demanda-t-elle poliment. Je m'appelle Riley, ai-je répondu. Puis j'ai attendu qu'elle aille prévenir son maître. Le hall d'entrée par lequel elle est passée était flanqué d'un escalier en colimaçon. Elle a ouvert les lourdes doubles portes juste en dessous de la courbe de l'escalier et a disparu à l'intérieur. Pendant que j'attendais, j'ai levé les yeux. L'escalier sculpté orné était massif et s'étendait sur 3 étages complets. Quand j'ai regardé en bas, la gouvernante est réapparue à côté de moi. Monsieur Morrison vous recevra dans son bureau, monsieur. Si vous voulez bien me suivre? Sur ces mots, elle m'a conduit vers les doubles portes par lesquelles elle venait d'émerger. En passant sous l'escalier, j'ai pensé, alors voilà ce qui se trouve en bas. La pièce dans laquelle nous sommes entrés était lambrissée de chêne et sombre. Les immenses fenêtres en verre plombé ne suffisaient pas à éclairer l'endroit. Assis à une table en acajou devant la plus grande fenêtre se trouvait un homme au visage que je reconnaissais des photos que j'avais vues en ligne. La caractéristique la plus distinctive de son visage était une pleine chevelure brune ramenée en arrière sur son front. Les femmes aiment sûrement passer leurs doigts dedans, ai-je pensé. La gouvernante se tourna pour partir, refermant les lourdes portes derrière elle. Alors que je m'approchais de la table, il se leva quelque peu maladroitement et tendit la main à travers la table pour serrer la mienne. « Entre, mon vieux, dit-il. Désolé de ne pas être venu te rencontrer. J'ai eu un AVC il y a 1 an, et maintenant je ne me déplace plus aussi bien. » Son accent anglais m'amusait. Il était clair, d'après sa biographie,
que sa famille était originaire d'Irlande pendant la famine de la pomme de terre. Bon, je me suis dit. Les riches doivent avoir leurs petites excentricités. En le regardant de plus près, je pensais pouvoir déceler des signes d'un AVC. Son bras gauche semblait pendre un peu mollement, et le côté gauche de son visage semblait s'être affaissé un peu plus que ce que l'âge dicte habituellement. Néanmoins, il était toujours un bel homme, et l'on pouvait voir comment les femmes pouvaient être attirées par lui même s'il n'était pas riche. Alors comme ça, tu es un vieil ami de Maddie, continua-t-il. C'est dommage qu'elle soit morte. C'était une femme belle et intelligente. Elle me manque beaucoup. J'aurais aimé pouvoir venir à ses funérailles, mais avec l'AVC et tout ça? Il haussa les épaules et sourit. Je serrais les dents alors qu'il débitait des platitudes, mais je me suis retenu de parler. Mon tour viendrait. Il semblait troublé par mon silence, et après un moment, il reprit la parole. Je crois savoir que tu as quelque chose de Maddie à me remettre, c'est bien ça? Quand je me contentais d'acquiescer, il continua. C'est bien de sa part de penser toujours aux autres. Elle a toujours été comme ça, tu sais? En repensant à ce que j'avais appris pendant le week-end, je me demandais si Maddie avait vraiment arrêté de penser aux autres. Peut-être que ce n'était pas juste. Mais si elle s'arrêtait pour réfléchir, c'était seulement après avoir fait ce qu'elle voulait faire, pensais-je amèrement. Il se racla la gorge. Qu'est-ce que tu as exactement pour moi de sa part? Peut-être une sorte de souvenir ou une lettre? Non, répondis-je. Rien de tel, juste un simple message. Quand je fis une pause, il commença à s'impatienter. Alors, c'est quoi? Je me penchai sur la table pour que mon visage soit à un pied du sien. Juste ça, dis-je d'un ton plat. Va te faire foutre. Il recula sa chaise, surpris et alarmé. Et, soupira-t-il, qu'est-ce que c'est que ça? Puis une expression étrange apparut sur son visage et il grogna. Qui es-tu, au fait? Je remarquai que son accent anglais avait disparu. Je l'ai déjà dit à ta gouvernante, dis-je d'un ton égal, mais je pense qu'elle m'a mal compris. Je m'appelle Riley Moore. Il tressaillit en m'entendant. Alors tu dois être Maddie. Enfin, tu l'étais. C'est ça, le coupai-je. Je suis le mari de Maddie, le cocu que tu pensais avoir trompé pendant tant d'années. Mais me voilà maintenant, et il est temps pour toi de payer pour ce que tu as fait. Son visage est devenu pâle et il regardait frénétiquement autour de lui. Sa main gauche a tenté d'atteindre le bouton d'alarme que j'ai vu intégré dans son bureau, mais ses gestes étaient saccadés et lents. Ne pense même pas à appeler à l'aide, lui ai-je dit rapidement. Je pourrais être à ce bureau bien avant que quiconque n'arrive. Il a retiré sa main brusquement. Que comptes-tu faire, Moore, me détruire? Pour une petite affaire qui s'est produite il y a longtemps? Veux-tu vraiment passer le reste de ta vie en prison juste parce que ta femme t'a quitté plusieurs fois? Non, l'adultère ne suffirait probablement pas pour cela, ai-je répondu. Mais le fait que tu aies mis enceinte ma femme pourrait aiguiser mon appétit, et le fait que j'ai élevé involontairement ton enfant comme ma fille ajouterait certainement à ma motivation. Et puis il y a toi. En mettant tout cela ensemble, une condamnation à perpétuité ne me semble pas si terrible. Alors que j'énumérais mes revendications, Morrison devenait de plus en plus agité. La sueur commençait à couler sur son front et dans ses yeux. Je me suis penché de nouveau sur son bureau. Quand je me suis couché hier soir, j'avais prévu de te détruire ce soir. Mais ce matin, j'ai eu une meilleure idée. Je vais te laisser vivre pour que tu puisses ressentir toute la douleur, le chagrin et l'horreur que j'ai traversés. Sa voix était un murmure rauque. Que comptes-tu faire? C'est simple, ai-je dit. Je vais te ruiner. Quand je sortirai d'ici, je me rendrai directement à la police pour émettre un mandat d'arrêt contre toi. Mais un homme de ta fortune peut s'acheter de ce genre de choses. Alors je ne vais pas prendre de risques. Dès que je sortirai du commissariat, je me rendrai au bureau de rédaction du Sun-Times et je leur raconterai toute l'histoire sordide. Une fois que j'en aurai fini là-bas, je contacterai tous les tabloïds et chroniqueurs mondains qui ont déjà écrit sur toi pour leur faire savoir quel vaurien tu es vraiment. Quand j'aurai terminé, tu devras barricader la grille en fer devant ta maison car chaque blogueur du monde entier sera avide de trouver des saletés sur toi. Quant à tes amis dans le monde de l'art, une fois qu'ils sauront ce que tu as fait,
je parie qu'ils ne voudront plus te fréquenter. Ils afficheront probablement ta photo et auront des gardes postés pour s'assurer que tu ne puisses même pas franchir les portes de leur musée. Tu passeras d'un mécène des arts à un paria social, un lépreux qui est évité et méprisé. Pendant que je parlais, Morrison s'enfonçait de plus en plus bas dans sa chaise. Il était évident qu'il visualisait le destin que je prédisais, et quand j'eus fini, il frissonna visiblement. Soudain, sa main droite se précipita sur le côté et ouvrit un des tiroirs du bureau. En y enfonçant sa main, il en sortit un pistolet de 9 mm, qu'il pointa vers ma poitrine. « Tu es encore plus fou que je ne le pensais, Moore, grogna-t-il. Qu'est-ce qui m'empêche de te tirer dessus maintenant avant que tu aies le temps de raconter ton histoire au monde entier? Il me suffit de dire que tu m'as menacé et que j'ai été contraint de me défendre. Je ne mentirai même pas. Je me redressai. Allez-y, tirez, Morrison. Je vous en prie. Après ce que vous m'avez fait, à moi et à ma famille, je suis déjà mort. Ma réponse le prit au dépourvu, et il hésita. Mais avant de le faire, je veux que vous réalisiez que me tirer dessus ne vous apportera rien de bon, continuai-je. J'ai envoyé toute l'histoire à mon avocat chez moi ce matin. Si je n'ai pas de nouvelles de ma part d'ici midi, je lui ai donné pour instruction de donner tous les faits à la police de Chicago, puis d'aller au Sun-Times et à tous les autres médias. Votre nom sera traîné si profondément dans la boue que vous ne pourrez jamais vous en débarrasser, et il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour l'arrêter. Mais que dire de Grace? Et de ma petite fille? Implora-t-il. Vous les condamnez au même destin que le mien. Vous ne voulez pas ça. Ma fille, je veux dire, votre fille, se déteste déjà parce qu'elle se sent coupable de ce qu'elle a fait. La vérité est le seul moyen que je connaisse pour l'aider à se pardonner. Et quant à la pauvre petite Suzy, je doute fort que son nom ou sa photo ne fasse jamais la une des journaux. Même si c'était le cas, la pauvre enfant malheureuse ne le saurait probablement jamais, encore moins ne s'en soucierait. Vous nous avez déjà tout fait, Morrison. Vous ne pouvez pas nous faire plus de mal que vous ne l'avez déjà fait. La seule chose qu'il vous reste à faire est de nous rejoindre dans l'enfer que vous avez créé. Mais j'ai de l'argent, s'exclama-t-il. Beaucoup d'argent. Je peux faire de vous un homme très riche si vous oubliez tout cela. Je souris. Votre argent ne me rendra pas l'amour que vous avez pris à ma femme. Il ne me rendra pas la fille que j'aurais dû avoir et la petite fille que je ne savais pas avoir. Votre argent ne signifie rien pour moi. Alors que je le fixais, il abaissa lentement le pistolet sur la table. Il me regarda avec des yeux hantés et ne put rien dire. Je me retournai pour m'en aller. J'entendis un mouvement derrière moi, et quand je regardai par-dessus mon épaule, je le vis à nouveau lever la mitraillette. Je continuai simplement à marcher. S'il devait me tirer dessus, ce serait dans le dos. Nous verrons comment il l'explique à la police, me suis-je dit en souriant. J'atteignis la porte et l'ouvris sans me retourner. Rien ne s'était passé. Je franchis le seuil et refermai la porte derrière moi. La gouvernante m'attendait. « Vous partez, monsieur Raleigh ?» « Oui, ai-je répondu. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. » Alors que je sortais par la porte d'entrée, les grands portails en acier commencèrent à s'ouvrir, et je me mis en route vers eux. J'étais presque arrivé à leur hauteur quand j'entendis un seul coup de feu retentir des murs gris. J'ai continué d'avancer. Incroyablement, ma voiture était garée exactement là où je l'avais laissée. J'ai quitté le trottoir, me suis installé derrière le volant et ai baissé les vitres pour laisser entrer l'air frais dans la voiture. Peut-être que cela éloignerait l'odeur de décadence et de perversion qui me collait à la peau depuis cette sombre pièce sous l'escalier. En conduisant, j'ai réfléchi à ce qui s'était passé. Je savais que les mortels ne pouvaient pas surpasser les dieux, mais au moins je n'avais pas franchi cette dernière étape menant au meurtre et à la folie. Puis une autre pensée m'a frappé. Et si je n'étais pas le protagoniste de ce drame après tout? Peut-être que Morrison était la cible des dieux depuis le début, pas moi. Si c'était le cas, je ne savais pas si je devais être soulagé ou indigné. Finalement, j'ai décidé que cela n'avait pas d'importance. De toute façon, la pièce touchait enfin à sa fin. Quand je suis arrivé à Skokie, j'ai dû passer devant le petit parc où Grace, Suzy et moi avions marché la veille. En regardant par la fenêtre latérale,
j'ai vu un petit garçon qui avait grimpé en haut d'un toboggan en spirale mais qui était maintenant assis dessus, hésitant à descendre. Je me suis arrêté pour observer. Sa mère se tenait en bas du toboggan. « C'est bon, » lui dit-elle. « Tu peux descendre. » Il la regardait avec des yeux écarquillés, puis semblait avoir pris sa décision et, lâchant prise, a glissé le long de la rampe. Comme prévu, en approchant de la fin, son mouvement ralentit jusqu'à ce qu'il s'arrête en bas. Il a regardé triomphalement sa mère puis s'est précipité vers les escaliers pour recommencer à monter. J'ai souri et ai redémarré la voiture. J'étais prêt à recommencer, moi aussi. Grace devait regarder par les rideaux car elle a ouvert la porte avant que je puisse sonner. Elle est sortie en courant et m'a serré dans ses bras. « Papa, j'étais tellement inquiète pour toi. J'ai essayé de t'appeler mais tu ne répondais pas. J'étais sûre qu'il t'était arrivé quelque chose. » J'ai souri à l'ironie de ses paroles mais n'ai rien dit. À la place, j'ai passé mon bras autour de sa taille et suis entré avec elle dans la maison. « Tu dois te préparer, Suzy, » lui ai-je dit. « Je vais te ramener chez toi. » Épilogue. Je n'avais pas bluffé Morrison. Ce matin-là, j'avais envoyé toute l'histoire à mon avocat, mais quand j'ai entendu à la radio que le riche philanthrope Carlton Morrison avait été retrouvé mort chez lui d'une balle auto-infligée, j'ai dit à mon avocat de laisser les documents tranquilles. Le suicide de Morrison était une expiation suffisante pour ses péchés, autant que je suis concerné. Mais je n'avais pas fini avec M. Morrison. Le prodigue n'avait ni femme ni testament, donc naturellement ses proches se sont indignés à l'idée de diviser son patrimoine. Imaginez leur horreur quand mon avocat a soumis le test ADN de Grace. Si une personne a un descendant décédé mais pas de conjoint, tout le patrimoine revient à ce descendant. Morrison a porté un coup terrible à ma famille, mais quand le rideau final est tombé, j'étais le seul resté sur la scène. De plus, j'ai réussi à préserver ma vie et ma santé mentale, ainsi qu'à récupérer les restes de ma famille. Peut-être plus importante encore, je savais que ma précieuse petite fille ne manquerait jamais de soins ou de traitements dont elle pourrait avoir besoin pour le reste de sa vie. C'était suffisant pour moi. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié. Alors abonnez-vous à ma chaîne et regardez la prochaine vidéo.